Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire de notre série de webinaires PME qu'on lance aujourd'hui. On va vous parler de relance. Donc aujourd'hui avec moi, j'ai la chance d'avoir Eric Souillac qui est conseiller en développement économique et qui va nous parler de l'initiative de relance régionale de l'aérospatiale. Donc un grand merci à Développement économique Canada pour les régions du Québec de nous offrir la possibilité de s'adresser directement aux PME aujourd'hui. Et je vais aussi avoir Charlotte Laramé qui est vice-présidente opération qui va réaliser une petite chronologie de toutes les actions qui ont été réalisées depuis cette année 2021. Donc, je tiens tout particulièrement à remercier le Fonds de solidarité FTQ, qui est le grand partenaire de cette série de webinaires PME, donc qui soutient l'activité d'aujourd'hui. Alors, un simple petit rappel technique, comme c'est un webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, on veut vraiment rendre ça assez interactif. Donc, on va vous inviter régulièrement à pouvoir poser vos questions. Donc, tout au long de la présentation de Charlotte et d'Éric, je vous invite à inscrire vos questions dans la barre qui s'affiche sur le côté droit de votre ordinateur pour qu'on puisse y répondre par la suite. Mais vraiment, l'activité d'aujourd'hui est à destination des PME, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, puis ça va nous faire bien plaisir de pouvoir y répondre. Également, ce webinaire, comme je vous le disais, se veut interactif, donc on va utiliser une application qui s'appelle Slido et on va réaliser un sondage en direct. Donc là, même chose, vous allez au cours de la présentation avoir accès à l'identifiant pour se connecter à la page Slido. On va réaliser ce sondage en direct. Par la suite, donc la présentation va être enregistrée, donc vous allez avoir accès à la rediffusion, ça va être sur notre site internet, Aéro Montréal, il y a une rubrique événements, puis vous allez pouvoir retrouver le webinaire de façon très simple et on vous enverra également un sondage de satisfaction. Donc, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à Charlotte Laramé, qui va pouvoir nous présenter, comme je vous le disais, les initiatives de relance donc, du secteur aérospatial et effectuer un rappel des faits saillants et des annonces gouvernementales. Donc, Charlotte, la parole est à toi. Merci Anouk et merci Eric, Rémi d'être avec nous aujourd'hui pour représenter Développement économique Canada pour les régions du Québec. Vous êtes des grands partenaires de l'AGRAP et des entreprises, alors on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Et aux participants, effectivement, donc si vous vous rappelez, il y a un an, plus d'un an maintenant, en mai dernier, Aéro Montréal lançait avec l'industrie l'Alliance pour la relance, donc ce groupe de travail pour mettre en place des mesures, des recommandations qu'on a pu représenter auprès des gouvernements. Donc, il y a eu un gros travail collaboratif et de promotion de ces mesures auprès de nos partenaires. Et on est très heureux aujourd'hui en tant que GRAP de voir les résultats de ces représentations et aussi les directives, les directions qu'ont pris les gouvernements vis-à-vis du secteur aérospatial. On sent aussi une certaine volonté de verdissement, d'innovation, de soutien aux PME et c'est ce qui va se traduire au niveau des dernières annonces qu'on a pu voir au cours de l'année. Si on regarde, c'est en mars 2021 donc, qu'a été annoncée une enveloppe de 95 millions de dollars par le gouvernement du Québec pour l'actualisation de la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Dans ce cadre-là, Aéro Montréal avait déposé un mémoire avec justement les mesures qui avaient été développées en concertation avec l'industrie. Et nous sommes tous très impatients de voir l'annonce de la stratégie québécoise de l'aérospatiale, peut-être au cours des prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais on sait déjà qu'une enveloppe va être attribuée au secteur. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles. Il y a eu toujours du gouvernement du Québec en avril 2021 une annonce de l'octroi de près de 49 millions de dollars pour le projet de l'aéronef du futur. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, le soutien à l'innovation et des projets collaboratifs qui vont pouvoir voir le jour, toujours en lien avec le regroupement pour le développement de l'avion plus écologique. Il y a eu ce même mois, toujours en avril 2021, par le gouvernement fédéral cette fois-ci, l'annonce de 1,75 milliard de dollars sur 7 ans dans le cadre du CIF, donc du Fonds stratégique pour l'innovation. Et ce 1,75 milliard est dédié au secteur aérospatial. Dans le même temps, étaient annoncés 250 millions de dollars sur 3 ans pour les organismes de développement régional, mais finalement, cela s'adresse aux PME. C'est le programme IRA qui va être présenté aujourd'hui par Eric. Donc, c'est un programme de développement économique Canada. Et ici, pour les régions du Québec, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tout ça s'adresse à toutes les provinces. En juillet, en fait, le gouvernement avait annoncé le 250 millions en avril, mais en juillet, le gouvernement a annoncé le programme est prêt. Vous vous rappelez, c'est l'annonce de la ministre Joly. Il disait le programme est prêt maintenant à être mis en opération. Donc,
C'est pour ça qu'on vous propose une présentation aujourd'hui, que vous puissiez poser vos questions à l'équipe de DEC pour justement voir comment en bénéficier. Et toujours en juillet 2021, lors de ces mêmes annonces, il y a eu cette enveloppe de 685 millions de dollars pour appuyer encore une fois le développement des technologies de demain. On retrouve ici du support financier à 3 grandes entreprises, Pratt & Whitney Canada, Bell Textron Canada et CAE, qui en cascade va pouvoir percoler au sein de toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est juste pour refaire une petite mise en contexte de dire la crise est toujours présente, on est quand même en sortie de crise et on voit que les gouvernements, après un an, commencent à se mobiliser, à arriver avec des annonces quand même majeures et significatives pour le secteur aérospatial et on s'en réjouit. Donc, c'est pour ça, on va pouvoir en parler un peu plus en détail ce matin au niveau du programme de l'IRA. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, je vais passer la parole maintenant à Éric Souillac, simplement pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est un webinaire où on souhaite vraiment vous inviter à poser toutes vos questions sur ce programme, les interrogations que vous pouvez rencontrer actuellement. Donc, n'hésitez pas à écrire votre question et on va pouvoir, mon collègue Charbel, en fait, va se charger de la lire et on pourra y répondre au fur et à mesure du webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à inscrire ces questions-là. Donc, Éric, la parole est à toi. Merci Anouk. Merci aussi à toi Charlotte. Merci à toute l'équipe d'Aéro Montréal. On est vraiment très content d'être avec vous ce matin. Bonjour à tous nos partenaires de l'industrie. Écoutez, il y en a plusieurs qui sont clients de DEC dans cette salle virtuelle, donc je vous salue. Très content de vous retrouver ce midi. Charlotte a fait un excellent travail pour nous présenter un peu le contexte. Avant de débuter à parler spécifiquement de l'IRA, il y en a peut-être parmi d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment le développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, on va passer rapidement là, sur DEC. Donc, DEC, on est un ministère fédéral qui a comme mandat le développement économique spécifique du Québec. On est uniquement au Québec, on a des agences sœurs dans les autres régions. Donc, on est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Notre intervention est vraiment centrée sur les PME, mais aussi les organismes, les partenaires comme Aéro Montréal qui accompagnent les PME. Donc, on le fait directement des interventions, notamment plusieurs clients qui sont avec nous dans la salle. On mise sur l'innovation, on privilégie comme le gouvernement privilégie, DEC, c'est un acteur de développement économique, donc c'est de la retombée économique. Ce qu'on vise par nos interventions, c'est de créer des opportunités d'emploi, c'est de regarder également au niveau des exportations, augmenter le solde de la balance commerciale. Pour vous donner une idée, en 2019-2020, on a quand même réalisé 1128 projets et investi 279 millions. Donc, c'est quand même significatif l'empreinte de DEC au Québec. On va passer à la prochaine slide. Pour ceux également, il y en a peut-être parmi vous, bon, la grande majorité de l'industrie est située dans le Grand Montréal, mais il y a peut-être également des clients de l'extérieur. Donc, personne n'est en reste. On a des bureaux d'affaires dans 12 régions, 12 bureaux d'affaires. Donc, ce matin, je viens vous parler. Moi, je suis du bureau du Grand Montréal. Notamment, je m'occupe du partenariat avec Aéro Montréal. Donc, je suis très content d'être là. Ceci dit, si vous pensez avoir un projet qui répond à l'initiative de l'IRA, vous pourrez entrer en contact avec moi et je vous mettrai en contact avec le bon bureau d'affaires. Donc, on est présent partout au Québec. On s'entend l'importance de la PME au Québec. On ne dira jamais assez. 250 000 et plus PME au Québec, 72% ont moins de 10 employés. On dit le cœur de l'activité économique. Donc, vous êtes au cœur de notre intervention. D'ailleurs, les clients, puis je ne veux pas nécessairement trop passer de temps à dire qu'on est bon, là, mais quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sachez que nos clients nous aiment bien, un taux de satisfaction de 93%. Un élément important, c'est celui de l'effet de levier. Pour chaque dollar qu'on investit, ça permet de lever presque 4 dollars d'autres sources. Le but de DEC n'est pas de financer seuls les projets. C'est de financer le plus de projets possible dans les meilleures conditions possibles, mais d'accompagner, donc, de permettre à d'autres sources de financement également de se joindre à nous. Dans l'initiative de l'IRA, vous verrez, on va possiblement aller pour nos clients là, qui nous connaissent, peut-être un petit peu plus loin, si requis, dans la part du montage financier qu'on prend dans les projets. Il y a un constat, la crise a été difficile pour l'industrie. Des fois, la capacité à aller prendre de l'emprunt, de retourner voir le banquier, ça peut être plus difficile. Donc, DEC est conscient de ça
et on va être en mesure, au besoin, de prendre, et on va y venir, une plus grande part dans les projets. Donc, l'effet de levier est important. Dans cette initiative-ci, on va peut-être le regarder un peu moins parce qu'on est conscient des défis de l'industrie. Et maintenant, on va parler donc de l'IRA, Initiative de relance régionale de l'aérospatiale. Avant de commencer, là, on va parler de qu'est-ce qu'on veut dire par aérospatiale, une rapide définition. Là, ça semble acquis, là, mais on va quand même le clarifier. Donc, on parle du côté fabrication des aéronefs, que ce soit les avions, les drones, les hélicoptères. Le côté spatial aussi est couvert à travers les satellites, des lanceurs, si on a peut-être des clients qui font des pièces pour des lanceurs. Donc, c'est vraiment le côté fabrication d'une part. L'autre côté, c'est celui du MRO, de la maintenance. Par contre, une distinction, on parle vraiment de la maintenance. Donc, l'entreprise est une entreprise de maintenance qui offre des services à des opérateurs. Quand on embarque dans les entreprises, dans des opérateurs qui font de la maintenance à l'interne, ça n'est pas couvert. Ça, c'est davantage du transport aérien. Donc, le transport aérien n'est pas visé par l'initiative. Ce que l'initiative vise vraiment, c'est relancer l'industrie aérospatiale selon la définition que je viens de vous donner. On va continuer. Donc, le contexte, Charlotte a fait un bon travail. 250 millions sur 3 ans, donc jusqu'au 31 mars 2024. Sur le 250 millions qui est à travers le pays, on a 92,5 millions uniquement pour le Québec. Je dirais que c'est quand même significatif comme somme quand on regarde les interventions qu'on a réalisées en aéro dans les dernières années. Je vous dirais 92,5 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça va nous permettre de faire une bonne différence. Il y a 3 grands champs, on va y revenir un petit peu plus tard, là, mais dans le budget, on parlait vraiment de rendre les PME plus productives. On le comprend. La commercialisation, c'est également un thème qui revient souvent. On veut soutenir la commercialisation. Le budget était très vert, mais l'initiative l'est également. Donc, développer des opérations ou des produits qui soient plus écologiques. Donc, ça, c'est les grands thèmes abordés dans le budget. On vise bien sûr à positionner l'industrie aérospatiale canadienne comme une industrie manufacturière de haut niveau. Elle l'est déjà. Donc, c'est la maintenir, l'amener au prochain niveau. Beaucoup d'innovation au sein de l'industrie, beaucoup d'emplois. Et puis, il faut comprendre, donc, on l'a vu à l'initiative, il y a 250 millions, c'est pour les PME, mais il y a des sommes plus conséquentes de 1,75 milliard qui ont été accordées pour des projets de la plus grande entreprise. On va le voir un petit peu plus loin, là, grosso modo, des projets, quand votre projet, la contribution gouvernementale demandée est inférieure à 10 millions, c'est vraiment à travers l'ARI, donc que nous le finançons. Quand c'est de plus de 10 millions, là, c'est le fonds de 1,75 milliard. Donc, c'est nos collègues d'innovation, sciences, développement économique à Ottawa. Donc, c'est un peu où est-ce qu'on fait la distinction entre le 250 millions et l'enveloppe de 1,75 milliard. Donc, c'était pour le contexte. Charbel, s'il y a des questions, ne pas hésiter à m'interrompre. Ça va me faire plus que plaisir de répondre. Mon but est vraiment de m'assurer qu'au fur et à mesure que ce soit clair pour tout le monde, si vous avez une question, posez-la dans le chat au fur et à mesure. Ça va m'assurer que tout le monde suive et qu'on n'est pas… des fois, quand on a une question puis on n'a pas la réponse tout de suite, le reste peut être plus difficile à suivre. Donc, l'aide offerte. Donc, les clients chez nous vont reconnaître, c'est quand même dans un domaine de ce qu'on fait. Il y a des petites exceptions où je vais y venir. Donc, c'est pour de la PME, c'est de la contribution qui est remboursable à des projets. Je mets ici, il y a 2 éléments, donc remboursable. L'autre, c'est à des projets. Donc, on n'a pas des prêts fonds de roulement, c'est vraiment des projets spécifiques. On n'est pas dans les opérations courantes dans l'entreprise, on est vraiment dans une approche projet. Vous avez des projets en lien avec l'initiative. On va avoir des exemples un petit peu plus loin. Donc, et c'est comme nos interventions, toutes les interventions ADEC, là, c'est sans intérêt. En général, on ne prend pas de garantie. On parlait tantôt d'effet de levier. En ne prenant pas de garantie, ça contribue à l'effet de levier puis à aider votre banquier à intervenir. Contribution maximale, je l'ai mentionné, 10 millions. Mais si c'est plus de 10 millions qui est demandé, à ce moment-là, il y a le Fonds stratégique pour l'innovation qui pourra étudier votre demande. Et le taux d'aide maximum, donc 75 des coûts admissibles du projet. Pour ceux qui nous connaissent, en général, les interventions de DEC, là, on tourne autour de 400 000 à 500 000 de contribution pour des projets. En général, on est peut-être à un 20 d'un montage financier du projet. Ici, ce que l'initiative vraiment nous permet de faire, c'est possiblement de jouer un rôle plus conséquent dans vos projets.
en termes du montant global. On a une capacité d'aller jusqu'à 10 millions. Maintenant, il va falloir c'est sûr qu'on a un exercice à gérer cette enveloppe budgétaire-là. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire 9 projets à 10 millions, à 90 millions, puis il n'y a plus d'argent. C'est d'essayer de. Et ça, c'est un défi, peu importe l'initiative dans laquelle on est, là, de gérer les enveloppes. Mais on va être capable, au besoin, s'il y a de beaux projets qui viennent soutenir les objectifs de l'initiative, prendre une part financière plus importante. Et je dis au besoin, jusqu'à 75 %. Et parce que là, c'est la discussion avec les autres bailleurs de fonds autour de la table. La crise a été difficile pour plusieurs. La capacité à financer peut être plus difficile. Donc, au besoin, on va pouvoir monter à plus que notre traditionnel 20-25 % des coûts d'un projet. On peut aller jusqu'à 75 %. Bien sûr, l'objectif n'est pas de prendre 75 % à la base, ce n'est pas ça. C'est de prendre ce qui est nécessaire pour assurer une réalisation du projet qui soit à des niveaux de risque qui soient acceptables et qui pérennent à long terme. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cet élément-là à date. Non? Parfait. J'ai pas l'impression. Donc, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on vient financer? On l'a vu là, à travers ce qu'il y avait dans le budget. Là. Et vous voyez en rouge l'écologisation des opérations et des produits et adoption de pratiques durables sur le plan environnemental. Bon, c'est la priorité du budget. Donc, c'est celle qui est mise, qu'on a mis en premier, qu'on surbrille. Et puis, c'est pas. Donc, on devient à au moins un des trois objectifs. C'est sûr qu'on va vouloir, peu importe en vertu de quels critères on peut vous financer, on va vouloir avoir une discussion avec vous sur cette première puce-là. Qu'est-ce que vous prévoyez faire au niveau de l'écologisation des opérations? Quelles sont les opportunités en termes de développement de produits, mais en termes au niveau de vos opérations, les rendre plus vertes? C'est pas donc un critère qui est obligatoire. Il faut comprendre aussi que la barre n'a pas été mise à des niveaux qu'il faut développer le prochain avion vert. Là. On ne parle pas de ça, mais il faut faire un effort en vue de l'écologisation des opérations. Donc, il y a quand même ici une place assez large de ce qu'on entend par là. Le deuxième, bon, vous prenez amélioration de la productivité. Je pense que vous le comprenez, vous le vivez à tous les jours. C'est un de vos soucis permanents. Donc, ce qu'on peut faire pour venir vous aider à ce niveau-là, on peut certainement avoir une oreille attentive. C'est sûr qu'on a une préférence pour les projets innovants où là, on va chercher le 4.0, on va chercher de l'intelligence artificielle, maintenance préventive. Donc, amener nos entreprises à des leaders en termes de technologie. Donc, on parle d'amélioration de productivité, mais vraiment, on souhaite pouvoir contribuer à rendre. Il faut se rappeler que l'objectif de l'initiative, c'est d'avoir une industrie aérospatiale qui est plus productive. Donc, on souhaite pouvoir financer des projets qui sont quand même conséquents en termes d'amélioration de la productivité. Et bon, le renforcement de la commercialisation, intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, donc tout ce qui touche aux activités de commercialisation, notamment à l'international. Donc, c'est assez large et on a toujours été réputé comme étant très flexible en termes de genre de coûts qu'on peut prendre. C'est vraiment large, du salaire, des stratégies de commercialisation, les élaborer, les mettre en œuvre. Donc, ça touche vraiment à toutes les sphères. Et comprendre aussi que, bien sûr, un projet peut toucher à plus d'un objectif. Tout à fait correct. Même, on serait très heureux de pouvoir contribuer à l'amélioration de la productivité tout en ayant un élément d'écologisation des opérations avec un renforcement de la commercialisation. On le regarde d'une façon holistique. On n'est pas limité dans un des objectifs. S'il n'y a pas de questions, on va aller dans des exemples de projets. Et là, on parle vraiment d'exemples de projets. C'est loin d'être exhaustif, mais ça donne une bonne idée. Donc, ce qui est souligné en gras, des projets de valorisation de matières résiduelles, de l'usinage, il y a la matière, comment est-ce qu'on revalorise, comment est-ce qu'on limite la matière résiduelle. Donc, on est certainement, c'est des projets qu'on veut regarder. Tout ce qui touche l'intelligence artificielle, la mettre dans l'implanter dans vos opérations. C'était un autre exemple, l'impression 3D. Tout ce qui est le 4.0, on en a beaucoup entendu parler, donc bien sûr, ça va être souhaitable. Là, il y a deux initiatives, en fait, c'est deux thèmes dans l'initiative de l'IRA qui sont ressortis aussi, qui sont importants pour nous, qu'on peut lier grosso modo à des gains de productivité. Là.
On vient toucher à des domaines qui sont nouveaux pour DEC. Normalement, on ne s'implique pas là. Mais tout ce qui va toucher la planification, la mise en œuvre d'initiatives qui visent l'inclusivité au sein de vos entreprises. On sait qu'il y a des enjeux importants, des pénuries de main-d'œuvre dans la plupart des industries manufacturières. L'inclusivité, donc les femmes, les peuples autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les jeunes, les handicapés, les nouveaux arrivants au Canada. Donc, vous voyez d'avoir une main-d'œuvre qui est représentative de la population canadienne. Donc, ce sont également des projets où une composante de votre projet global, là, développer des plans, vous voulez vous engager des activités en lien avec ça, vous avez des dépenses en lien avec ça. C'est certainement quelque chose qu'on serait dont on aimerait discuter avec vous. Je dirais en général, le recrutement DEC s'implique pas beaucoup. C'est pas le genre de coût. On est vraiment connu pour nos projets d'achat de machines. Là. Donc, vous voyez, on veut aller plus large pour être capable de supporter les thèmes du budget. Également, des activités qui sont liées à l'implantation de la cybersécurité. Donc, cybersécurité, et ceux d'entre vous là, qui suivent l'actualité, on le voit de plus en plus, là, il y a beaucoup d'événements de cybersécurité à l'échelle sur la planète. Il y en a qui sont très médiatisés. Ça coûte très cher. Moi, j'ai des clients dans d'autres industries qui ont été victimes de cyberattaques. Ça fait très mal aux entreprises. Il y a également un élément de, je dirais, de commercialisation, là, notamment si vous allez dans le secteur de la défense où il y a des normes en cybersécurité. Donc, cybersécurité est un des thèmes sur lesquels on va prêter une attention si vous avez des activités à réaliser, si vous voulez bonifier la cybersécurité de votre entreprise. Ce sont des dépenses pour nous qui sont prioritaires. Éric, pardon. Éric, il y a oui? une question de M. Bernard Bach. Avec plaisir. Oui. Oui, en fait, j'ai deux questions pour vous, juste pour comprendre. Les dépenses qui sont admissibles à votre 75 %, ça comprend quoi? Est-ce que ça comprend des heures de main-d'œuvre tant internes qu'externes, consultants, mais aussi des heures d'une équipe de projet interne? Est-ce que ça couvre aussi de l'achat d'équipements, de l'achat de licences, donc du CAPEX, comme on appelle? Ça peut, je vous vois hocher de la tête, ça peut être tout ça. Parfait. Oui, donc pour répondre à votre question, ça peut être du CAPEX, ça peut être des frais d'honoraires professionnels. Sur la question du salaire, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une nouvelle dépense pour l'entreprise. Donc, vous voulez embaucher une nouvelle ressource en lien avec un projet. Oui, ça va être admissible. On ne prendrait possiblement pas les salaires d'employés qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, là, il faudrait après ça rentrer dans le détail, là, mais on parle vraiment d'une approche projet. Donc, il faut qu'il y ait un projet en lien avec des dépenses additionnelles que l'entreprise doit engager et pour laquelle on va la soutenir. Mais c'est très le palier de coût, on va y venir. Peut-être qu'on peut déjà aller à la slide d'après parce que, mais juste pour répondre à votre question, oui, les coûts non admissibles, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne peut vraiment pas faire, peu importe nos programmes, on ne peut pas être dans le refinancement d'une dette existante. On ne peut pas être dans l'achat d'un bien plus que sa valeur marchande. On ne peut pas prendre des amortissements. L'achat de terrain non plus ou l'achalandage. Ça, je vous dirais que c'est no, no, no. Ce qui touche aux autres types de coûts, CAPEX, absolument. C'est juste, là où ça devient plus, c'est des coûts d'opération, des coûts de salaire d'employés qui sont déjà dans l'entreprise. Il faudrait le regarder. Il faudrait voir à quel point est-ce que vous créez une nouvelle position. Mettons, vous créez une nouvelle position, c'est des nouvelles tâches qui sont nouvelles. À ce moment-là, on pourrait sans doute le considérer. Si ça fait partie des tâches usuelles, c'est juste un employé qui est constamment affecté sur des projets, puis juste réaffecté à un projet, possiblement qu'à ce moment-là, ça serait moins un coût admissible pour nous. Ce qui m'amène à ma deuxième question en lien avec celle-là. Comment tout ça va-t-il s'arrimer avec d'autres programmes de nature provinciale, par exemple, qui couvrent parfois la même chose ou d'autres choses? Aéro Montréal, un de vos volets, votre deuxième volet, c'est sur l'amélioration de la productivité des entreprises. Et dans vos exemples, vous parliez d'industrie 4.0, de robots, d'intelligence artificielle. Je vois Charlotte qui sourit, elle sait où je m'en vais. Il
il y a des programmes déjà auxquels Aéro Montréal a accès pour ses entreprises. Comment tout ça va s'arrimer entre les deux? Vous allez, les deux paliers, si je peux dire, de gouvernement vont pouvoir co-participer à un projet, certains par subvention, certains comme vous par un prêt non admissible. Est-ce qu'il va y avoir des recoupements ou des chevauchements? Ça va marcher comment tout ça? Oui, absolument. Mais écoutez, je vous dirais, on a l'expérience de ça dans même nos programmes usuels, là, dans le sens que je disais qu'un des objectifs dans notre programme usuel qu'on regarde de proche, c'est l'effet de levier. Donc, vous comprendrez que quand on vient financer 20 d'un projet, les entreprises ne financent pas le 80 restant, elles utilisent les programmes gouvernementaux. Chaque programme gouvernemental vient avec ce qu'on appelle des règles de cumul de l'aide gouvernementale, qui normalement s'appliquent au niveau du projet, où on s'assure qu'au niveau d'un projet, donc un projet d'1 million, nous, notre cumul de l'aide gouvernementale, par exemple, pour cette initiative-ci, c'est 75 Donc, 75 maximum des sous peuvent provenir de sources gouvernementales, peu importe qu'elles soient remboursables, non remboursables. Ceci dit, après ça, là, je ne veux pas tomber dans la bureaucratie, c'est complexe parce qu'il y a des programmes après ça qui sont différents dans la mesure où le cumul de l'aide varie en fonction de est-ce que c'est-tu remboursable, c'est pas remboursable. La façon de le calculer et les taux sont différents. Donc, peu importe le projet dans lequel on s'embarque, on regarde tout le temps ce respect-là du cumul de l'aide, mais en bout de ligne, l'idée, c'est que pour une pièce, donc au niveau du projet, on va regarder est-ce que le cumul est respecté, c'est-à-dire que le montage financier respecte les règles de cumul. Après ça, dans l'application, vous pouvez avoir une machine sur lesquelles, en général, on va décaisser, mettons, à 50 puis Investissement Québec qui, lui, a décaissé l'autre 50 sur la machine. On est correct. Donc, pour une dépense donnée, on ne peut pas être à plus de 100 d'une dépense. Donc, ça, et ça, au fur et à mesure que le projet se réalise, bien, on s'assure qu'il n'y a pas une dépense qui est surfinancée. Donc, on le vit et c'est un peu à ça que je faisais allusion tantôt, dans le sens que l'initiative nous permet d'aller à 75 ce qui est vraiment beaucoup. Là. Normalement, on est à 50, mais à cause des disponibilités budgétaires, on n'est pas en mesure d'aller à 50 des montages financiers. Vous avez vu le nombre de projets qu'on finance, c'est énorme, il y a beaucoup de besoins. Donc, dans ce cas-ci, on va évaluer le besoin. S'il y a d'autres programmes, notamment des programmes du gouvernement du Québec qui s'appliquent et le gouvernement du Québec veut s'impliquer dans le projet, bien absolument. Et là, c'est notre pourcentage, on ne sera pas 75 on va peut-être être à 50, à 40, ça va être, et c'est là où on embarque dans l'évaluation dossier par dossier. C'est ça. Puis si tu me permets, Eric, de contribuer là-dessus, c'est vrai que pour les entreprises aujourd'hui, il y a le programme de l'IRA dont parle Eric qui vient du niveau fédéral, qui va pouvoir les accompagner. Puis, on a la stratégie québécoise de l'aérospatiale dont j'ai parlé au début, qui va arriver donc au niveau du Québec. Les deux, à première vue, les grands sujets et le virage que souhaite prendre le Québec, ben, c'est les sujets qui sont aussi qu'on retrouve au niveau de l'IRA, vont être certainement similaires ou vont se recroiser avec la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Et tout comme les dernières annonces de juillet ont démontré que le Québec et le Canada travaillaient ensemble pour un projet, ben, ça va être dans la même continuité, que ce soit pour l'accompagnement direct aux entreprises, comme le mentionnait Eric, avec un cumul des aides et des montages cumulatifs pour aller chercher un bon effet de levier, mais aussi au niveau des programmes qu'on va pouvoir développer à Aéro Montréal en collaboration avec les deux paliers de gouvernement. On s'assure dès maintenant d'essayer d'arrimer le tout parce qu'on vise tous le même objectif et on ne veut pas que ce soit compliqué pour les entreprises. Donc, on a déjà ce genre de discussion et la question que tu lèves est bonne, mais c'est vrai qu'on fait en sorte de simplifier les choses là en arrimant le tout. Merci. Vas-y, Eric. Oui, bien, je vois une question de Frédéric. Est-ce que les prêts d'IQ et BDC sont considérés comme de l'aide gouvernementale? Ça dépend de l'enveloppe, pas du côté de BDC. Du côté de IQ, ben, ça dépend. Est-ce qu'on est dans les programmes gouvernementaux normés d'IQ ou on est dans Investissement Québec, les fonds similaires à la BDC? Donc, la réponse va varier, dépendamment de quelle enveloppe qu'on parle. Mais on travaille bien avec vous, Frédéric, et on travaille super bien avec Investissement Québec. Moi, la plupart des dossiers en aéro qu'on a fait, je dirais que BDC et IQ sont également là, puis ils vont continuer à l'être. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis là, on a vu donc les coûts qui sont non admissibles. Non, super. Ben
Ben, critères d'admissibilité, donc au-delà de répondre aux objectifs, aux critères de l'initiative, donc être une entreprise, un projet qui vient aider l'industrie aérospatiale telle qu'on l'a défini. C'est vraiment un projet pour aider à la relance du secteur aérospatial. Donc là, il peut y avoir des entreprises qui sont dans plusieurs secteurs. Il faut simplement s'assurer que le projet, ben, plus de 50% des retombées du projet sont reliés au secteur de l'aérospatial. Donc, si vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité, faut pouvoir démontrer qu'on est avec un projet qui va aller au moins à plus de 50% de retombées. Là, après ça, il va falloir regarder c'est du cas par cas. Là, il y a de la création d'emplois, il y a du chiffre d'affaires, il n'y a pas de formule magique, là, mais on comprend que c'est une initiative pour relancer le secteur. Donc, quand on est dans plusieurs secteurs d'activité, c'est un des critères qu'il faut rencontrer. Puis les autres critères, ben, c'est les mêmes critères que mon collègue Frédéric de BDC, ben, des bons plans d'affaires, une viabilité financière, en étant conscient que la crise a fait mal à certains balance sheets, puis on le comprend, là, donc et on est là pour partager les risques avec les clients. Mais tout de même avoir un plan avec une viabilité financière à long terme. Des retombées économiques, donc on a mentionné création, maintien d'emplois, hausse des exportations, maintien des exportations aussi dans le contexte actuel. Et le besoin d'aide, donc ça, on a parlé, ça c'est l'exercice où c'est l'entreprise qui va avoir un 5 000, je pense pas qu'on en ait plusieurs en sortant de cette crise-là, là, mais ils sont là dans tous nos programmes. Je suis dans un secteur qui a vraiment bénéficié de la crise, il y en a là, des secteurs qui s'en sont mieux tirés que d'autres. L'entreprise qui a 5 millions dans son encaisse, pas vraiment de projet pour l'utilisation de ces sommes-là qui viennent nous voir pour une aide de 500 000 mais c'est l'autre besoin d'aide, on a de la misère à justifier. Là, l'entreprise a la capacité à le réaliser seule. Donc, il faut qu'on arrive à démontrer un besoin d'aide. Ça, c'est l'autre critère. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je ne vois pas de questions, Eric, pour l'instant. Une Bonjour. qui vient de rentrer. Est-ce que l'aide inclut aussi les produits logiciels ou ce sont seulement les deux volets? Si on parle ici est-ce qu'on parle ici de secteur d'activité, une entreprise qui fournirait des solutions logicielles à l'industrie de la fabrication, ou on parle d'une entreprise de fabrication qui veut acquérir une solution logicielle? J'essaie de voir de quel côté est-ce qu'on le regarde. Qui est le client? Est-ce que c'est le fournisseur du logiciel ou c'est l'entreprise qui veut acquérir un logiciel? En tout cas, je vais répondre dans les deux cas. L'entreprise, si on a une entreprise qui fournit des solutions, développement de logiciels pour l'industrie, ben, là, on revient à, oui, ça peut être, si c'est une entreprise et que le projet, on arrive à démontrer qu'il va avoir un impact positif sur l'industrie, oui, ça peut être, comme je reviens à l'objectif initial, c'est d'aider l'industrie, c'est la relance de l'industrie. Si vous avez une entreprise qui offre des services d'intelligence artificielle, tout ce qui est l'usine 4.0 connectée, puis elle arrive avec une super solution qui vient aider les différents membres de la grappe, les fabricants à augmenter leur niveau, puis que c'est un projet, encore une fois, à plus de 50% du projet est en lien avec l'aérospatial, oui, c'est admissible. Un élément à mentionner, service conseil qui accompagne le financement. On n'a pas de service conseil, nous, qui accompagne le financement, et c'est là où on apprécie des partenaires comme la BDC. Par contre, si dans le cadre de votre projet, vous avez bien sûr des honoraires professionnels de ressources que vous voulez embaucher, ça peut être un coût qui est admissible. Là, j'avais un autre, on est un fournisseur de logiciels, système d'exploitation embarqué. Effectivement, donc après ça, il faut voir système d'exploitation embarqué, vous vendez directement, donc vous vendez une solution logicielle de la même façon qu'on vous allez vendre un moteur, ça va sur un avion, oui, ça fait partie de l'industrie. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, effectivement, il n'y a pas d'autres questions qui sont rentrées jusqu'à présent. J'allais mentionner en lien avec les logiciels, puis peut-être avec certains aussi qui ont des projets
parce qu'on n'a pas parlé ici, on a parlé de productivité, commercialisation. Je vais parler peut-être un peu de pré-commercialisation / de la R&D ou du développement. On a un partenaire qui est le CNRC. Hein, beaucoup d'entre vous ont fait affaire avec le CNRC Paris. Là. C'est là où il y a, de la même façon qu'on a une distinction, moins de 10 millions, c'est DEC, plus que 10 millions, c'est le Fonds stratégique pour l'innovation du DEC. Ben, quand c'est de la R&D, là, qui est admissible au programme d'aide à la recherche industrielle du Paris, pour ceux qui sont familiers, là, des TRL inférieurs à 7, ben, la clientèle, on les encourage à aller voir le CNRC. Là. Ils sont beaucoup mieux placés que nous, l'expertise, l'accompagnement pour offrir ces services-là. Mais il va y avoir, mais le CNRC finance l'incertitude technologique. Donc, il y a peut-être un gap là, entre la commercialisation puis la fin de la R&D, là, et surtout pour ce qui touche les technologies plus vertes dont on parle, où peut-être il n'y a pas tant d'incertitude technologique, mais c'est plus de la mise à niveau, faire un prototypage. Il y a peut-être une opportunité ici, une zone dans laquelle DEC peut venir financer. Donc, on ne sera pas dans la R&D, le CNRC est là, mais si le CNRC confirme qu'il ne peut pas parce que c'est trop avancé, à ce moment-là, nous, à DEC, on peut le regarder. Même principe au niveau du logiciel, là, vous êtes en train de, si vous développez un logiciel et que le CNRC est là pour vous, ça ne serait pas un projet qu'on regarderait. Si le CNRC confirme que les risques de leur côté ne justifient pas leur intervention, vous pouvez venir nous voir, on peut le regarder. Processus de demande d'aide, ça vous donne, c'est des ordres de grandeur, là, ne me citez pas ou ne me tenez pas rigueur, puis ça varie aussi des fois, là, c'est ce qu'on vise, là. Mais des fois, dépendamment aussi de l'année des initiatives, bon, puis aussi beaucoup, je dirais, c'est beaucoup en lien avec le développement du projet chez le client, là. Quand le client a son projet bien développé, tout est bien défini, ça va certainement plus vite que quand il y a si le projet est en développement puis vous le comprenez, puis nous on comprend aussi là, chez le client, vous êtes en train de développer votre projet, vous n'avez pas toutes les réponses, mais c'est sûr que ça retarde le processus. Mais grosso modo, dans un premier temps, donc si vous voulez appliquer, là, vous dites bon, moi j'ai un beau projet, je pense avoir un beau projet, en fait, vous dites j'ai un beau projet, en général, vous êtes convaincu, puis on vous aime convaincu, vous voulez en parler avec nous. Dans un premier temps, ben, vous aurez mes coordonnées là, un peu plus tard. En m'envoyant un petit courriel, là, on verra en fonction de l'achalandage. Je vais peut-être requérir aussi l'aide, soit de mes bureaux. Quand c'est un bureau d'affaires, vous êtes hors de la région du Grand Montréal, je vais pouvoir vous référer au bon bureau d'affaires. Si c'est dans le Grand Montréal, on verra. Là, on a une équipe, on est très régionale, territoriale, là, par MRC. Donc, c'est une première discussion exploratoire avec un conseiller de DEC, moi ou un de mes collègues. En général, on essaie de le garder une fois que vous avez tout votre projet bien défini, les différentes phases, les coûts, le montage financier est quand même bien détaillé. C'est une période de 2 à 4 semaines. Là. En général, on est capable de vous revenir. Dans le fond, c'est un premier test là, de dire est-ce que ça peut être un projet qu'on est en mesure de financer. Et si donc la réponse est positive, en 2-4 semaines, on arrive à faire une bonne tête sur votre projet en travaillant avec vous. Là, on vous invite officiellement à déposer une demande d'aide financière, là, qui est un processus qui prend peut-être 45 minutes. C'est grosso modo de l'information sur c'est qui votre entreprise, puis vous avez quelques attestations à faire. Ensuite, on procède à l'analyse de la demande en bonne et due forme. Donc, c'est une période avant d'obtenir une décision, c'est de 4 à 8 semaines. Ça peut varier, oui, dans l'année, dans la période de l'année. Il y a des moments, c'est plus long, d'autres moments, ça peut être plus rapide. Mais grosso modo, 4 à 8 semaines. Il faut comprendre que tous les projets sont approuvés par notre sous-ministre. Donc, il y a quand même pas mal de paliers d'approbation avec la consultation au cabinet de notre ministre. Donc, c'est quand même, il faut comprendre que le niveau d'approbation est quand même assez élevé. Il y a quand même différents paliers, donc 4 à 8 semaines. C'est quand même pas si mal. C'est long, c'est trop long, mais c'est quand même pas si mal quand on se compare des fois à d'autres programmes là, au niveau gouvernemental. Donc, on essaie d'être agile. L'entente de financement, ben ça nous prend, une fois qu'on a la réponse, ben c'est une semaine pour vous transmettre l'entente de financement. Et après ça, ben, on embarque dans la réalisation du projet. Les projets, ben, c'est sur un horizon de 18 à 24 mois. Hein. C'est un projet de 18 à 24 mois. Règle générale, peut être un peu plus long, un peu plus court. Pendant que vous réalisez votre projet, au fur et à mesure que vous engagez des dépenses, on vient couvrir une partie des dépenses admissibles sur lesquelles on s'est entendu lors de des discussions avec vous. On réalise le projet. Arrivé à la
fin du projet, vous avez, donc ça peut être 2 ans après le début, là, donc un bon 2 ans plus tard, mais là, vous avez un moratoire de 2 ans sur le remboursement, là, donc rien à rembourser. Et les remboursements, en général, font suite à ça sur une période, en général, 5 ans. Donc, vous avez 2 ans de projet, 2 ans de moratoire, 5 ans de remboursement, puis il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est quand même intéressant dans la mesure où ça permet aux entreprises de prendre des risques, de faire des investissements qui, des fois, vont être un peu plus loin avant de rapporter. Là, le payback est plus loin. Donc, ça laisse quand même une chance aux clients d'avoir un retour sur son investissement avant de commencer à rembourser notre contribution. On l'a mentionné, on accueille les demandes en continu. L'initiative prend fin. Donc, c'est pas une période, c'est pas un appel de proposition. Vous n'avez pas jusqu'à telle date pour nous soumettre, là. Ce n'est pas ça. L'initiative est bonne jusqu'au 31 mars 2024. En fait, il faut que le projet soit terminé au 31 mars 2024. Donc, on accepte les demandes là, en continu et il faut que le projet soit terminé avant le 31 mars 2024. Ceci dit, il peut y avoir des projets qui impliquent l'acquisition d'un équipement là, hautement stratégique. C'est un équipement, puis mettons, c'est pas toujours le cas, loin de là. C'est déjà un équipement qui peut être rapide d'obtenir. Fait peut-être bien quand même en 2024, début 2024, on est capable de faire approuver des projets, mais il commence à être tard un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions qui ont été écrites dans la discussion, mais n'hésitez pas, on va aussi avoir une période de questions-réponses un petit peu plus tard, mais n'hésitez pas au fur et à mesure. Oui, surtout s'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts, là, qui vous brûlent et pour lesquels on peut vous aider. Donc, prochaine slide, je pense que ce sont mes coordonnées. Oui. Donc, vous les avez à l'écran. Je vous dirais, ce qui peut être simple, c'est m'envoyer un petit courriel et pour qu'on puisse planifier un appel. Et donc, avec le nom de votre entreprise, peut-être aussi où vous êtes situé, là, comme ça on verra est-ce que c'est moi qui prends l'appel, parce que j'ai des collègues extraordinaires qui sont là pour m'épauler et qui veulent aussi toucher à l'aéro. C'est tellement un secteur qui est le fun, l'aérospatial. Donc, je ne vais pas m'approprier l'ensemble des dossiers. Je vais partager la bonne nouvelle avec les collègues. Il y avait une question, je crois. Oui, tout à fait. Une question d'Éric qui nous dit « Bonjour, je ne sais pas si ma question est pertinente, mais vous avez demandé les états financiers des 2 dernières années. Mais dans l'aéronautique, de mon côté, j'ai rencontré des baisses de 60%. » Oui, effectivement. Et c'est là tout à l'heure où je disais que, puis ouais, 60, 50, 40, c'est courant. Il y a eu des programmes, on ne fera pas le tour des programmes, tu sais, la subvention salariale, l'aide au salaire. Il y a différents programmes, je crois, qui sont, en tout cas, moi, les clients avec qui j'ai parlé, qui ont vraiment aidé là, à maintenir. Mais nonobstant ça, oui, les volumes ont énormément baissé. C'est plus long, la reprise est plus longue. Ça va revenir un jour. C'est pour ça que quand on parlait de viabilité, on regarde la viabilité à long terme. On comprend que les 2 dernières années, donc on regarde beaucoup plus le plan d'affaires, la vision de l'entrepreneur, les opportunités qui pourraient être au rendez-vous. Puis c'est là-dessus qu'on veut. C'est vraiment une initiative pour aider à la relance. Donc, relance veut dire que ça a été frappé. On le sait et on s'y attend. Donc, c'est des fonds publics, on fait attention avec les fonds publics, donc on doit quand même démontrer qu'il y a une viabilité, là, qu'il y a un bon plan d'affaires qui permet d'entrevoir une reprise et on souhaite une croissance, mais on s'attend à avoir et on en voit à travers nos clients actuels, là, la crise est très dure. Bon, tout à fait. Je vais laisser ton contact encore un petit peu à l'écran, Eric. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, c'est le moment, allez-y. On a une question de Majed à l'instant. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des baisses de 20%? Important. Ce n'est pas un programme. Merci pour la question. Puis j'ai oublié de le mentionner. Si vous souhaitez poser des questions en anglais, là, vous êtes les bienvenus. Hein. I welcome any questions in English. I should have started with that. I apologize. Mais pour la question, ce n'est pas un programme de soutien en cas de COVID. Il n'y a pas de critères de est-ce qu'il y a eu des baisses, est-ce qu'on a été frappé par la COVID? On n'est pas là-dessus. On est sur est-ce que c'est un projet qui contribue à la relance? Donc, on est conscient, la crise a frappé, mais on regarde davantage vers le futur. Donc, le passé, si vous n'avez pas eu de baisse de chiffre d'affaires, mais que vous avez des projets
super porteur et qui vous permettent de… Tant mieux, hein, on est super content d'avoir des entreprises qui ont continué, qui ont été épargnées et puis d'ailleurs sont peut-être en très bonne position pour profiter de la relance, absolument. Donc, on regarde vraiment le potentiel du projet plus que l'impact de la crise, qui était des critères d'avantage pour les programmes de subvention salariale et puis les autres programmes dont on a parlé avant. Excellent. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Une dernière question. Est-ce que l'aide sera déboursée avant, pendant ou après la réalisation du projet? Oui, c'est pendant la réalisation du projet. Donc, on définit un projet, on émet une entente de contribution. Dans l'entente de contribution, on indique spécifiquement quelles activités est-ce qu'on va appuyer. Et quand vous débutez votre projet, bien là, vous engagez des dépenses là, dont on avait convenu. Et quand la dépense est engagée, donc c'est un processus qui peut aller jusqu'à de façon trimestrielle, vous nous soumettez la liste des dépenses que vous avez engagées et on vient verser un montant, un pourcentage de l'aide en fonction de ce qu'on aura établi au cours de nos discussions. Donc, c'est vraiment pendant la réalisation. En fait, même vous n'avez pas besoin d'avoir payé le coût, là. Il suffit que vous ayez été facturé par votre fournisseur pour que ça devienne un coût qu'on considère que vous avez engagé et qu'on peut venir couvrir par trimestre. Mais honnêtement, on s'adapte aux clients. Là, la fréquence la plus, parce qu'il y a quand même un coût administratif et un effort à traiter des réclamations. Donc, je vous dirais, optimal, c'est un suivi qui est trimestriel, parce que ça permet de suivre l'évolution du projet. Le rythme est quand même bon. Il y a quand même suffisamment de nouvelles dépenses. Mais il y a des clients, ça va être un achat d'une machine, puis la machine, ils vont l'acheter ça va être dans 8 mois. Bon, il n'y aura pas de réclamation avant que la machine ait été achetée. Donc, on s'ajuste vraiment aux clients, mais après ça, mais c'est minimalement une fois par année, parce que nos dépenses sont par année financière du gouvernement. Donc, on va briser. Nos ententes de financement sont structurées qu'on prévoit des sommes par année financière, bonne gestion des fonds publics qui nous sont octroyés par le Parlement par année financière. Donc, donc minimum une fois par année, mais après ça, donc entre une fois puis 3 et 4 fois par année trimestriellement, on s'adapte à nos clients. Excellent. Merci beaucoup, Eric, pour ta réponse. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'une personne souhaiterait adresser une question à Eric aujourd'hui? Ça fait plaisir. Eric, je pense qu'on a fait probablement le tour. Écoutez, on est encore ensemble pour les 10 prochaines minutes. J'ai d'autres slides à vous partager aujourd'hui, mais n'hésitez pas, là, s'il y a quelque chose qui vous vient par la suite, on va pouvoir y revenir. Aucun problème avec cela. Donc, je vais vous inviter dès maintenant à vous connecter à slido.com. Donc, soit vous rentrez l'URL avec le code du sondage qu'on va vous partager en direct, ou alors, via votre cellulaire, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir vous connecter à ce sondage en direct. L'idée pour nous, et puis c'est bien important, et c'est l'objectif de ce webinaire et puis de la série qu'on lance aujourd'hui à destination des PME, c'est de pouvoir prendre le pouls. C'est bien important pour nous de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes en ce moment, et puis surtout, nous, pour pouvoir favoriser et assurer la mise en œuvre des projets dont nous sommes en train de parler. Donc, c'est très important pour nous d'avoir connaissance de tous ces éléments. Donc, au niveau des questions qu'on va vous poser aujourd'hui, on va commencer par des questions assez générales et on va s'en aller sur 3 thématiques, donc un petit peu plus particulières. Et puis là, je vous préviens tout de suite, on a simplement, je pense, 5 ou 6 questions à vous poser, ça ne sera pas très long. Et on va parler d'inclusion et diversité, du virage vert également et de la cybersécurité. Donc, à savoir, est-ce que vous mettez en place divers projets au sein de vos entreprises sur ces thématiques-là? Et si ce n'est pas le cas, on aimerait comprendre et aller un petit peu plus loin, savoir pourquoi ce n'est pas encore le cas et comment par la suite on pourra au mieux vous assister. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas pour certaines personnes, vous pouvez nous le partager aussi dans la discussion. On va probablement être en mesure de pouvoir vous aider à vous connecter éventuellement si ce n'est pas un outil dont vous avez l'habitude de vous servir. Mais je vous propose, si c'est bon pour tout le monde, de pouvoir basculer tout de suite à la première question. Je vais juste inscrire dans la barre de discussion le code en fait pour vous joindre et puis je vais pouvoir passer moi de mon côté à la slide suivante. Donc voici le code pour vous connecter à la réunion et je vais vous adresser sans plus attendre la première question, à savoir quelle est votre priorité du moment.
Donc, un peu de façon très spontanée, je vous invite à écrire un mot, en fait, ce qui représente vraiment votre priorité. Donc, on voit l'embauche, oui, effectivement, c'est très présent au niveau de notre industrie. Il y a pas mal d'enjeux de ce côté-là. Donc, je vous invite à inscrire vraiment la priorité à laquelle vous faites face en ce moment. Eric, Charlotte, également Rémi Labarre qui est sur la ligne. N'hésitez pas à prendre la parole là, si vous souhaitez peut-être lancer une sous-question ou bien commenter les réponses qui s'affichent à notre écran en ce moment. Donc, on a aussi peut-être la difficulté à obtenir des contrats de personnel. C'est vrai que au niveau de l'embauche, si je peux me permettre, Anouk, c'est pas étonnant, tout le volet main-d'œuvre, c'est quelque chose qui ressort vraiment beaucoup dans nos discussions avec les entreprises de toute taille. C'est assez critique hein, parce que les entreprises nous partagent, et j'imagine que c'est pareil pour vous autour de la table, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc une augmentation des frais de salaire parce qu'on essaye d'attirer justement de la main-d'œuvre et ça a un impact direct sur le coût des pièces, sur le délai de livraison parce que les entreprises aujourd'hui n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. Donc, on sait à quel point c'est critique, oui, en effet. Oui. Puis, c'est un petit peu ça avec sur la question de la priorité de la diversité dont je parlais tout à l'heure. Là, avec Charlotte et l'équipe d'Aéro, on a commencé à discuter, à ouvrir, voir qu'est-ce qu'au niveau d'Aéro Montréal, par exemple, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour venir aider, donc l'embauche, la pénurie d'embauche, à travers notamment la diversité. Donc, ça fait partie des éléments qu'on va discuter. On a bien hâte de vous entendre là-dessus. Là. Est-ce qu'il y a une façon d'aider l'enjeu d'embauche à travers favorisant la diversité? Merci Eric, merci Charlotte. Donc, on a parlé de vos priorités. Je pense que ça se croise aussi par rapport aux réponses qu'on a vues s'afficher à l'écran. Ça se croise aussi avec les enjeux majeurs que vous rencontrez actuellement. On voit qu'il y a un besoin aussi de support à la commercialisation. Effectivement, je pense que c'est un enjeu que rencontrent les entreprises actuellement. Toujours l'obtention des contrats, évidemment. Oui, pénurie de main-d'œuvre spécialisée. On le voit dans les secteurs également comme la MRO qui est très touchée par tout cela. Oui, également le point sur les OIM. Je ne sais pas si Charlotte et Eric, vous souhaitez éventuellement réagir. On a aussi développé l'exportation vers Airbus. Oui, c'est sûr que ça, l'implication des OEM aujourd'hui au niveau de la supply chain, c'est pas malheureusement pas un enjeu nouveau. C'est un peu la culture, je dirais, qu'on a au Québec du fait que ce soit pas mal des filiales de sociétés étrangères. On a vu aussi des mouvements au niveau des transactions et de la situation de nos maîtres d'œuvre aujourd'hui, hein, des rattachements à des groupes qui ne sont pas forcément québécois. Mais par contre, c'est quelque chose où nous, on essaye toujours de les avoir impliqués avec nous au sein de nos différentes instances. On a aussi eu cette étude Vision Grand Manufacturier qui a été menée par le chantier chaîne d'approvisionnement et sur lequel travaille aussi notre chantier croissance qui vise à aller capter leurs besoins et les redescendre au sein de notre chaîne d'appro. Donc, c'est vrai qu'on trouve des façons de les impliquer davantage avec nous. Absolument. Merci beaucoup, Charlotte. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Sachez que lorsque ça apparaît vraiment en gros à votre écran, c'est qu'une majorité de personnes ont répondu la même chose. Donc, je pense que l'obtention des contrats demeure un enjeu majeur rencontré par nos entreprises actuellement. Je vous propose de passer à la question suivante, à savoir, mettez-vous actuellement en place des actions qui sont liées à l'inclusion, à la diversité au sein de votre entreprise, ou est-ce que vous planifiez justement le déploiement de telles actions dans les prochains mois? Donc là, vous avez 3 choix de réponses. Donc, on a oui, non ou ne sait pas, évidemment. Pour l'instant, le oui l'emporte. On a quand même des personnes qui nous répondent non aujourd'hui. Très, très intéressant comme portrait. C'est certainement, pour certaines de ces actions, s'il y a du support qui pourrait vous être utile, je pense que ce serait important d'informer l'équipe d'Aéro Montréal. Il
y a peut-être une façon pour nous, parce que vous comprenez, on finance directement la PME, mais on peut également, et on finance également Aéro Montréal pour offrir des services aux PME. Donc, il y a peut-être ici, en lien avec avec l'inclusion, la diversité, il y a peut-être une opportunité pour Aéro Montréal de venir nous voir et dire, hey, on a tant de PME qui travaillent sur l'inclusion et on aurait besoin de pouvoir les épauler avec tel genre de service. Donc, n'hésitez pas à envoyer à partager avec Charlotte et son équipe vos plans. Oui, tout à fait. C'est un super bon point, Eric. On travaille fort sur le sujet. Le plus on a de feedback, je dirais, de l'industrie là-dessus sur les besoins, plus on pourra adapter au mieux l'accompagnement qu'on pourra vous prodiguer avec le soutien de DEC. Donc, n'hésitez pas, vous aurez le contact d'Anouk à la fin de la présentation dans le PowerPoint. N'hésitez pas à le prendre en note. C'est notre directrice Béatrice Perrier-Agostini qui gère tout le volet relève et main-d'œuvre chez nous, qui est très, très active. On travaille fort là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos besoins. Oui, absolument. Béatrice est très impliquée sur chacun de nos groupes de travail lorsque ça touche aux questions de relève, main-d'œuvre, etc., notamment en ce qui a trait à l'inclusion et à la diversité. Donc, c'est très intéressant ce qui est affiché à l'écran. On voit que ce n'est pas du tout lié à des enjeux stratégiques, que ça demeure une priorité, je pense, pour chaque entreprise de développer justement des actions liées à l'inclusion et à la diversité. On voit que c'est très partagé après au niveau des choix de réponse que vous aviez, donc les enjeux d'effectifs, vous ne recevez pas ou peu de candidatures qui répondent à ces critères, ou encore peut-être le besoin d'être accompagné dans cette démarche, comprendre un petit peu à quoi vous êtes éligible, etc. en termes de programme d'aide. Donc nous, tout ça, après, on le prend en note évidemment, mais c'est de l'information qui est extrêmement pertinente en ce moment, ce qui s'affiche à l'écran. Je vais passer à la question suivante. Donc, on va passer maintenant au projet lié au virage vert en cours. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous souhaitez en avoir dans un futur proche? Donc, pour l'instant, on a une majorité de oui. Donc, pareil, j'ai l'impression que pour la plupart, vous avez soit des projets déjà en cours ou bien qui vont arriver. En tout cas, vous avez la volonté de faire émerger des choses au sein de votre entreprise. Je vais sans plus attendre parce qu'il nous reste très peu de temps. Moi, j'aimerais bien comprendre vraiment qu'est-ce qui motive éventuellement les personnes qui auraient répondu non ou qui ne savent pas au niveau de la mise en œuvre de ces projets. Est-ce que c'est parce que vous éprouvez des difficultés aujourd'hui dans la mise en œuvre de vos projets liés au virage vert? Et si oui, quels sont les enjeux que vous rencontrez? Et même si vous avez répondu à la question précédente, si vous avez répondu oui, il se peut que vous rencontriez des enjeux actuels et on aimerait bien les connaître aussi. Donc, je vous invite à, malgré tout, pouvoir peut-être nous identifier parmi les choix de réponse, encore une fois, qui peuvent être des enjeux d'investissement, ça peut être des enjeux de gestion de projet, d'effectifs. Ça peut parfois être compliqué de dédier une ressource à tout cela. Peut-être que vous ne savez pas justement par où commencer au niveau de votre planification stratégique. Ce n'est pas encore au cœur de votre priorité étant donné le contexte. Ou encore, est-ce que c'est un manque de compréhension sur l'éligibilité justement à des programmes qui pourraient vous accompagner, vous venir en aide dans ces cas-là. Donc, on voit quand même qu'en majorité, c'est des enjeux d'investissement. C'est très intéressant. Je vois aussi des enjeux de gestion de projet, d'effectifs et également un besoin d'accompagnement. Mais majoritairement, je vois que c'est des enjeux d'investissement qui ressortent. Et puis, ça ne cesse effectivement d'augmenter. On voit que ce n'est pas du tout au niveau de la planification stratégique ou encore manque de compréhension sur l'éligibilité. Mais la bonne nouvelle, c'est en tout cas pour nous, c'est de voir le nombre d'entre vous qui ont répondu oui. Là, après ça, les enjeux, c'est une des raisons pour lesquelles cette initiative est mise sur pied, c'est voir comment est-ce qu'on peut vous aider avec ces enjeux-là, soit directement ou indirectement à travers les services d'Aéro Montréal. Absolument. Je vais passer à la dernière question. Et là, Eric en a parlé tout à l'heure. Il s'agit justement de la cybersécurité. Et on aimerait savoir aujourd'hui si vous avez déjà rencontré des enjeux à la commercialisation car vous ne rencontriez pas les requis en matière de sécurité. Effectivement, là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a des clients qui demandent de plus en plus des requis en termes de cybersécurité, des certifications. Donc, on sait que des entreprises, des PME peuvent parfois ne pas trop savoir comment s'y prendre. C'est surtout aussi pour les contrats internationaux américains, on voit de plus en plus ce cas-là.
Et ça fait partie des sujets prioritaires de DEC, mais aussi du MEI et d'Aéro Montréal, par conséquent, tout ça. Donc, c'est bon de voir quand même qu'il y a, oui, presque la moitié d'entre vous qui rencontriez des problèmes là-dessus. Peut-être que si vous êtes un peu moins en défense, il y a moins cet enjeu aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus un requis pour pénétrer les marchés défense. Oui, tout à fait. Puis c'est des discussions qu'on a sur nos différents groupes de travail et on le constatait, mais ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est très intéressant pour nous. Écoutez, c'était la dernière slide pour ce sondage. Moi, j'ai d'autres petites informations avant qu'on se quitte. Il est déjà 13h01 qui touche plus à la promotion de notre secteur aérospatial et la mobilisation de l'écosystème québécois. Donc, on se quitte, j'aimerais vous parler des prix Gilles Demers. Et puis, en période de relance, on pense qu'il est très important de favoriser toutes les actions de rayonnement de notre écosystème. Donc, peut-être que pour la plupart, vous les connaissez déjà. Ces prix Gilles Demers, c'est un des événements phares chez Aéro Montréal. Ça vise vraiment à reconnaître le leadership et l'excellence de nos PME en aérospatial au Québec. Donc, on a ouvert la période de mise en candidature. Vous avez jusqu'au 26 septembre pour déposer un dossier. Donc, vous trouverez l'ensemble des informations donc requises pour la mise en candidature, les règlements généraux, etc. sur notre site web. Et il va y avoir une remise des prix le 10 décembre 2021. Donc, comme à l'habitude, on a des grandes catégories. Création de richesse et rayonnement, engagement vers l'innovation et également développement des affaires et internationalisation. Donc, encore une fois, vous avez jusqu'au 26 pour déposer votre dossier. On a largement simplifié le processus de mise en candidature. Il s'agit désormais d'un formulaire web à compléter. Je pense que ça prend en moyenne une dizaine de minutes. Puis, vous aurez ensuite une entrevue avec notre jury composé de 8 professionnels et qui sont issus vraiment de milieux très divers. Donc, un jury très complet qui se réjouit de pouvoir recevoir vos candidatures. Donc, j'espère qu'on va pouvoir lire vos dossiers très bientôt. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, je vois que Bernard a une question pour Charlotte. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. Moi, je vous mets mon contact juste ici à l'écran. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. Je pourrais faire des suivis avec les gens de l'équipe chez Aéro Montréal, également avec les gens de chez DEC aussi. On pourra faire le suivi ensemble. Je tiens à nouveau à vous remercier. Eric, Rémi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vraiment de très bons partenaires. Je tiens aussi à remercier évidemment le Fonds de solidarité FTQ qui supporte notre série de webinaires. Et puis, je vous invite à pouvoir le reconsulter en rediffusion sur notre site web. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Anouk. Et puis, si tu peux laisser ouvert pour que je réponde à la question de Bernard, moi, ça va me faire plaisir de prendre une minute en plus. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Une question d'intérêt possiblement pour tout le monde. Un élément clé de la relance, ça va être la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Oui. Est-ce qu'on a une visibilité sur une date éventuelle? C'est la question, Bernard. Et on n'a pas de date qui est annoncée. On discute régulièrement avec nos grands partenaires du MEI aussi, qui eux aussi ont hâte de pouvoir nous l'annoncer prochainement. Mais on n'a pas malheureusement de date à ce stade. On espère fortement d'ici la fin de l'année, mais je n'ai pas d'annonce en avant-première à faire. Malheureusement, on ne le sait pas. Ouais. Mais ça arrive. On l'espère. C'est ce qu'on espère tous. Mais on a, en tout cas, c'est certain que ça va arriver à un moment donné, mais effectivement, on n'a pas la date à ce stade, mais vous serez informés dès que ça s'en vient. Absolument. Merci tout le monde. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.